Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un débrief de l'année 2023. Je comptais pas forcément en faire un, mais je me dis qu'il faut forcément analyser ce qui s'est passé tout au long de l'année pour essayer de pas reproduire les mêmes erreurs que cette année, parce que comme je l'avais dit dans la vidéo qui a précédé les deux précédentes vidéos, c'est un peu chinois, que cette année aura été, je pense, pire année de ma vie. Et je ne veux pas que 2024 soit ainsi. Donc on va venir débriefer l'année mois par mois. Et voilà, j'espère que vous pourrez tirer un peu des leçons de tout ce qui s'est passé dans ma vie et essayer de pas reproduire les mêmes choses. C'est parti. Alors, on commence l'année en janvier, forcément. Janvier 2023, je débute l'année triste par rapport à l'histoire que je vous ai racontée. Et aussi parce que l'année 2022, malheureusement, j'ai pas atteint mes objectifs. J'avais une dizaine d'objectifs. Sur la dizaine, je crois que j'avais accompli qu'un seul objectif, ce qui est vraiment très peu. Donc j'étais assez déçue, assez triste. Et je me demandais vraiment ce que l'année 2023 allait me réserver. Et vraiment, je priais pour que l'année 2023, ce soit l'année de la concrétisation. En fait, ça va être un peu bizarre, mais j'ai commencé un peu à avoir des objectifs parce qu'avant, j'avais aucun objectif de vie en 2019 et c'est bizarre, mais en fait j'avais remarqué du coup qu'une année sur deux je réussissais mes objectifs, et étant donné que 2022 j'avais raté, je m'étais dit 2023 ça va être mon année. Pas du tout. Malgré la tristesse, on commence avec un objectif que je voulais depuis très longtemps et donc j'étais très fière, c'était de devenir une morning girl. Je suis une lève tard, j'aime pas ça, me lever tôt le matin, t'es fatiguée, il fait froid et tout. Je déteste ça, mais malgré tout, j'aime la sensation que t'as quand tu te lèves tôt. Cette sensation où t'es levé avant tout le monde, où en fait t'as l'impression littéralement que le monde t'appartient et que ta journée est tellement longue que tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, accomplir tous tes rêves et tous tes désirs. Et quand tu te lèves à midi, bah en fait tu peux rien faire quoi. Et donc cette année, j'ai débuté l'année en me levant très tôt. Mais quand je dis très tôt, c'était pas tous les jours, mais plusieurs fois dans la semaine, je me levais à 4h40. Je sais pas pourquoi, je me levais d'un coup et quand je regardais mon téléphone, il était 4h40 à chaque fois. Donc j'étais trop contente. Donc je me levais, je prenais mon café et vraiment j'étais dans une vraie morning routine puisque je me levais, je faisais en sorte de ne pas regarder mon téléphone pendant 1 heure. Et ce que j'aimais bien faire, c'était une espèce de petit débrief de journée de la veille. Donc je faisais un peu de journaling pour débriefer par rapport aux événements de la veille. Vraiment, je sentais les effets positifs sur moi. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un qui aimait travailler tard le soir. Et quand j'ai commencé donc à travailler plus tôt le matin, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le matin où j'étais le plus productive. Le soir, c'est pas que je travaille pas, mais je mets 2 fois, 3 fois plus de temps que le matin. Et vraiment, ce temps calme, c'est juste exceptionnel et j'ai adoré. Donc ça, c'est vraiment pour les effets positifs. Par contre, pour les effets négatifs, on en reparlera, je pense, un peu plus tard. Mais le fait de me réveiller aussitôt, c'était pas quelque chose de naturel. J'ai eu une aide pour me réveiller plus tôt. Malheureusement, ça a été une aide. Au début, je pensais qu'elle était bénéfique, mais finalement, elle a failli même me mettre vraiment en danger. Je découvre que je suis dans Vogue. Alors ça, c'est une très longue histoire. J'étais tellement contente. En fait, je me promenais sur Twitter et je vois une fille avec un magazine Vogue et je suis dedans et je suis trop contente. Donc je vais vous expliquer. Fin août 2022, je regarde une story de Lena Situation, aka l'influenceuse numéro 1. Donc je regarde une story de Lena Situation qui est à Mykonos. Et dans cette story, elle parle d'un projet secret qu'elle a avec Adidas. Et pour ce projet secret, elle a besoin de ses abonnés. Donc elle fait un appel à candidature. Il y avait un lien où il fallait cliquer et c'était pour postuler, pour participer en fait à ce projet secret. Moi, quand je vois la story, je me dis bon, des concours, j'en ai fait des tas et des tas. Très sincèrement, j'ai jamais gagné. Voilà, de ma vie, j'ai dû faire une 40aine de concours, je n'ai jamais gagné un seul concours. Donc là, je me suis dit un énième concours, bof, j'ai pas trop envie. Puis finalement, je reviens à la story, je me dis tu sais quoi, je le fais. Donc j'ai participé au concours. Un mois plus tard, je suis chez moi et je vois que j'ai reçu 2 appels manqués. En fait, je suis toujours en sourdine ou généralement mon téléphone il sonne jamais, ce qui veut dire que je reçois jamais les appels. Et là, je vois que j'ai 2 appels manqués. Et au bout du 2e appel, on m'a laissé un message que je vais vous faire aider. Bonjour Suzanne, je suis Lucie, je travaille pour Adidas et Lena Situation. Tu as dû être mis au courant que tu allais recevoir une box chez toi. Je ne sais pas si tu l'as déjà reçue, mais il me semble que tu ne l'as pas encore et il nous manque des infos sur ton adresse, le code de ta porte, etc. Donc merci de me les envoyer ou de me rappeler au plus vite. Bonne journée, au revoir. Quand je vois ce message, je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, ça fait 1 mois que c'est passé et moi, l'histoire de la story, je l'ai déjà oublié. Le fait que j'ai participé au concours, je l'ai déjà oublié. Quand j'entends ce message, je me dis mais c'est quoi cette arnaque? Encore une arnaque de plus? Je vais pas me faire avoir moi. Non mais pour qui est-ce qu'ils se prennent? En plus, ils se sont passés pour Lena et Adidas. C'est vraiment pas bien ce qu'ils font. Vraiment, j'étais dans une matrix. En fait, aujourd'hui, il y a tellement d'arnaques pour tout et pour rien. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y a une arnaque où on envoie un message au
parents en disant coucou c'est ta fille, je t'en contact avec ce numéro là et ensuite ils en profitent pour soutirer les informations aux parents. Les techniques d'arnaque aujourd'hui sont tellement vicieuses mais tellement en même temps intelligentes. Chaque mail il faut faire attention, chaque SMS il faut faire attention. Donc pour moi c'est une arnaque et je me dis je ne vais pas répondre à cette arnaque. Donc j'écoute le message mais je n'y prête pas attention. Au bout quand même de quelques minutes je me dis mais quand même en vrai le numéro c'est un numéro classique, ça me coûte absolument rien de rappeler ce numéro. Juste je le rappelle, j'ai absolument rien à perdre et on voit ce qu'ils me disent. C'est ce que je fais, je rappelle le numéro et là elle m'explique que en fait c'est par rapport au concours auquel j'ai participé. Et encore une fois je dis mais de quel concours est-ce que vous parlez? Je ne comprends pas. Il finit par m'expliquer plus en détail et là je commence petit à petit à me souvenir par bribes de cette story et je dis à la dame c'est pas par rapport à la story quand elle prenait un petit cocktail à Mykonos et elle rigole, elle me dit oui c'est ça. Je me dis ah et après je me dis ouais j'ai gagné. J'ai gagné après 22 ans, là c'était 21 ans du coup, ouais c'est ça, c'était 21 ans d'existence sur Terre. J'ai enfin gagné un concours. J'étais tellement contente et donc je lui donne toutes les informations manquantes pour qu'elle m'envoie ce fameux colis et je reçois le colis. Donc à l'intérieur de ce colis, on avait une caméra, oui, vous m'avez bien entendu parce que c'est Léna Situation et qu'elle fait pas les choses en petit, hein. Une caméra, une carte SD, un foulard. Sur le dos du carton de la boîte, il y avait écrit le projet secret. Elle a expliqué qu'elle allait sortir une collection capsule de 4 sneakers avec Adidas. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Je pense pas. Donc j'étais hyper choquée et trop contente. En fait, c'est pas seulement le fait qu'elle sort sa paire de sneakers, c'est qu'en fait pour ce projet, ils vont faire une grosse campagne publicitaire et elle a décidé que c'est ses abonnés qui allaient participer à cette campagne publicitaire. Et donc j'ai été présélectionnée tout simplement pour le shooting. J'étais tellement contente, mais en même temps j'étais tellement stressée parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais bon, j'ai envie de dire s'ils m'ont choisi, c'est qu'ils se disent que peut-être ça peut le faire parce que ils avaient besoin de nos Instagram, nous sélectionner, donc ils ont vu ma tête, donc voilà, ça va, c'est que je devais pas être trop laide non plus, même si que j'avais pas forcément confiance en moi et j'étais juste trop contente, j'avais hâte d'y participer. Le programme de la journée c'était que on allait arriver, on allait faire un beau petit déjeuner tous ensemble, puis ensuite on allait passer à la session coiffure maquillage, on allait être habillés, on allait nous présenter les paires et on allait faire le fameux shooting. J'étais tellement heureuse parce que c'était pas seulement le fait de gagner un concours, c'est le fait que le premier concours que je gagne de ma vie, ce soit pas simplement un colis qu'on m'envoie, je l'ouvre et puis il n'y a pas, on va dire, d'expérience client. Là, c'est une vraie expérience que j'allais vivre et j'étais juste trop contente en fait. Ça sort complètement des concours ordinaires qu'on peut voir et je me suis dit, j'ai hâte. Donc la journée, elle s'est hyper bien passée. On est arrivé, on a fait le fameux petit déjeuner. Ça a été quand même très rapide parce qu'on était 150 en tout, répartis en 3 groupes. On était 50 le matin, 50 ensuite le midi et 50 le soir. On était énormément, donc le petit déjeuner ça a été quand même très rapide. Ensuite on est parti au maquillage. Il fallait venir déjà un tout petit peu maquillé au préalable, comme ça ils ont juste quelques petites retouches à faire. Il y avait une coiffeuse qui faisait pareil, des retouches au niveau des cheveux. Ensuite on a eu une styliste, c'était trop stylé. Elle venait, elle te met les habits, etc. machin. Moi honnêtement, la mode c'est vraiment un univers bien particulier. Et en fait je voyais des fois des combos que la styliste faisait à certaines personnes et j'étais en mode non, moi j'ai envie d'un combo tout simple mais un peu peps. Et en fait quand elle me disait ah je vais te mettre ça, je l'aiguillais en fait, je disais ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Et donc en fait j'étais très contente de ma tenue, voilà, j'ai eu 2 tenues et j'étais très contente. Et ensuite on est passé sur le set et c'était tellement impressionnant. C'était un set énorme avec des lumières énormes, il y avait plein de monde, des grosses caméras et j'ai adoré l'expérience. Mais par contre c'était hyper éprouvant. On pourra dire ce qu'on veut, oui les mannequins c'est un métier facile, etc. Soit, elles sont très bien payées aussi c'est vrai, mais c'est pas aussi facile que ça. En fait on était sur un set à fond blanc, on avait des plateformes penchées à 90 degrés. Vous voyez, vous imaginez un triangle comme ça et nous on est monté dessus. La thématique du shooting c'était de courir pour aller se ruer vers les paires de baskets. Donc on était sur la pente à 90 degrés, bien évidemment moi j'étais tout en haut, il faut essayer de pas tomber sur les autres sinon ils vont tous se casser la
la figure et en fait on va tous se casser la figure. Donc c'était assez sportif mais c'était vraiment génial, j'ai adoré l'expérience. Ça a été même je trouve un peu trop court mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc comme je vous ai dit, sur les 150 on était répartis en groupe de 3, 50 le matin, 50 le midi, 50 le soir. Maintenant sur les 50 du matin on a également encore une fois été répartis en petits groupes parce que sinon c'est trop. Donc on était en groupe de 8-9. Donc vous imaginez bien le nombre de sous-groupes qu'il y a eu et le nombre de photos qu'il y a eu. Il y a eu énormément de photos qui ont été prises et sur ces énormes photos, il n'y a qu'une infime partie qui va être utilisée pour la campagne publicitaire. J'avais tellement peur de ne pas me retrouver dessus quand elle a annoncé le projet. Les affiches publicitaires ont commencé à sortir et j'en ai vu à Châtelet. Donc je me suis déplacée mais j'y étais pas. C'était des petites affiches publicitaires, vous savez les petits rectangles comme ça. Donc j'y étais pas, j'étais trop déçue. J'ai vu au Louvre, j'ai regardé mais j'y étais pas. Et puis ensuite sur le site internet de Secourir, c'est là où j'ai vu que j'y étais. J'étais tellement contente. Puis dans la boutique Secourir où ils avaient fait un peu la présentation des premières sneakers, ils avaient mis l'affiche dans laquelle j'étais dans mon groupe de 8-9. Donc j'étais trop contente. Je me suis dit c'est peut-être un peu l'affiche principale en fait au final. Sur les 150, notre groupe de 8-9 c'est peut-être l'affiche principale. Donc j'étais contente mais je l'ai vu que en digital. Je me suis dit mais on va pas apparaître en papier. Et je vois qu'on est affiché à la gare Montparnasse. À Montparnasse, pour ceux qui savent, il y a une longue allée un peu comme à Châtelet avec les escalators plats. C'était une fresque, tout simplement, c'était une fresque, c'était un énorme, je vais vous mettre la vidéo. J'étais tellement choquée, tellement contente. Et voilà, comme quoi, faut pas perdre espoir. Je pensais vraiment que notre affiche, elle allait pas être publiée. Je voyais d'autres affiches de tous les autres, sauf nous. Je me disais, mais pourquoi? Et finalement, l'affiche, elle était bel et bien là. Et j'étais juste trop contente et trop fière. Et donc, quelques mois plus tard, j'ai reçu une paire de sneakers, du coup, de la collection. Trop contente. Quand je me suis promenée, du coup, sur Twitter, quand j'avais Twitter à l'époque, j'ai vu une fille qui, dans son journal de Vogue, elle avait publié la photo de notre affiche qui y était, donc c'était l'affiche à laquelle j'ai participé et j'étais trop contente. J'ai essayé d'aller en kiosque, il n'y avait pas, j'ai regardé sur internet, j'ai acheté le magazine et voilà, c'est une super expérience et je suis juste trop contente. Donc janvier c'était pas un mois exceptionnel mais cette expérience là elle a vraiment illuminé le mois. Très important, je me suis remis dès le début de l'année à la lecture. J'avais déjà commencé en 2022, mais là je m'étais dit, en fait j'avais un objectif de lecture de 24 livres. Et l'année précédente, en 2022, j'ai pas atteint cet objectif du tout. J'ai lu la moitié, 12 ou 13 livres, et cette année je me suis dit, on y va. Donc j'ai commencé l'année non pas avec un ni deux, mais 3 livres. J'ai lu la biographie du prince Harry. Moi je l'ai trouvée très très bonne, juste 1700 pages, c'était énorme. J'ai lu Kilomètre Zéro de Maud Ancoua, j'ai vraiment pas kiffé. Et j'ai lu La délicatesse de David Foikinos. Mais je vais pas rentrer plus en détail parce que de toute façon je vais vous faire je pense une petite revue des livres que j'ai lus. Mais en tout cas j'ai été trop contente de lire 3 livres en janvier, c'était très bien pour moi. Donc janvier c'était un mois quand même assez sympa. Février, il s'est pas passé grand chose, j'ai continué encore à me mettre à la lecture. En fait, si j'en parle, je pense autant, c'est parce que vraiment pendant des années, j'ai eu... En fait, la lecture, ça a toujours été quelque chose que j'adore. Mais j'ai délaissé la lecture pendant, je pense, 4-5 ans à cause des réseaux sociaux. J'ai été tellement embourbée dans les réseaux sociaux que mon niveau de concentration a chuté. Mais il a chuté au point où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir le cerveau d'une enfant de 3 ans. C'est-à-dire que quand j'ouvrais un livre, ce n'est pas une blague, et que je voyais les lignes de livre, ça me donnait mal à la tête, je n'arrivais pas à lire. Quand je lisais une phrase dans un livre, il fallait que je la lise une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois pour comprendre la phrase. Et en fait, quand j'avais fini la page, j'avais même oublié ce que j'avais lu dans la page précédente. Donc vraiment une catastrophe. J'avais vraiment l'impression d'être devenue une demeurée, c'est vraiment pas une blague. Et donc ça me saoulait parce que les réseaux sociaux, de toute façon, ça me saoule, je n'en peux plus. Mais c'est tellement difficile de se sevrer de cette addiction. J'étais tout simplement devenue allergique aux livres et je voyais pas du tout comment est-ce que je pouvais faire pour m'en sortir. C'est vraiment en 2021 que j'ai commencé à me dire il va falloir reprendre les choses en main parce que sinon ça va pas s'arranger. Puis 2022 c'est là où je me suis vraiment remise à la lecture et j'étais très contente de moi. Franchement 12-13 livres c'est vraiment pas mal hein. On va pas se mentir, aujourd'hui on est dans un monde où tout va vite et on est occupé, donc ça fait un livre dans le mois, c'est sympa. Et là cette année je voulais augmenter un peu la cadence et tout simplement vous savez me challenger, voilà, me montrer que j'étais capable d'atteindre mes objectifs. Et donc c'est pour ça que je me suis vraiment remise à la lecture et c'est pour ça que j'en suis vraiment très contente. Ce qui est génial dans la lecture c'est que le temps d'un instant tu te plonges dans les histoires et les problèmes d'autres gens et c'est génial parce que déjà ça te permet de voir que les autres ont des problèmes et du coup c'est cool, même si c'est fictif t'as l'impression que c'est réel. Et puis aussi les moments de bonheur que les personnages vivent dans les livres, tu les vis un peu par procuration à travers eux, ça fait un peu pitié mais c'est génial. Et
en février, j'ai commencé ce que j'appelle le pâtisserie-thon. Donc c'est pour reprendre un peu l'expression du marathon, à savoir faire le marathon des bars, sauf que là c'est le marathon des pâtisseries. Il faut savoir que je suis une fan, une addicte des pâtisseries. J'adore ça de tout mon cœur, de toute mon âme. J'ai voulu être pâtissière, c'est pour ça que j'ai fait une école en hôtel et restauration, puis ensuite j'ai arrêté. Mais vraiment la pâtisserie, j'adore ça. Je cuisinais à l'époque tous les week-ends, vraiment j'aime ça. Et depuis quelques années maintenant, j'avais déjà commencé à instaurer le fait de me rendre dans des pâtisseries de renom, goûter en fait leurs desserts. C'est un kiff que j'ai. Il y a plein de gens autour de moi qui comprennent pas forcément, dans le sens où je suis capable de claquer 8 € pour un dessert. Et encore, 8 €, je peux même claquer plus pour un dessert, parce que vraiment pour moi c'est un art, c'est pas juste de la nourriture, c'est un art, j'aime ça. Et donc cette année je me suis dit, plutôt que de viser que les pâtisseries de renom, élargis le champ. Et j'ai commencé en fait à tout simplement viser toutes les bonnes adresses, tout simplement. Et donc en février j'ai fait un peu le marathon des pâtisseries, et notamment de 3, à savoir Mamiche, de French Bastard, Bohémie. Et j'ai aussi un petit problème, c'est-à-dire qu'une fois que je découvre quelque chose et que je l'aime, j'en use et j'en abuse. C'est-à-dire que tout le mois de février, j'oscillais entre Mamiche de French Bastard, Bohémie. Mamiche de French Bastard, Bohémie. Mon dada. Et j'ai adoré ça, c'était trop bien. J'ai claqué beaucoup d'argent, mais c'est pas grave, c'était pour le kiff. Bien évidemment, février, on continue à bosser sur mon projet. J'ai un projet depuis octobre 2022 qui me prend un temps fou. Et c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur. C'est même pas pour moi un projet, c'est une mission de vie. Du coup, je continue tout simplement à bosser sur ce projet-là. C'est quelque chose de tout nouveau. Je maîtrise pas grand-chose à cette période-là sur le sujet. Et vraiment, j'apprends. C'est vraiment janvier-février, des mois d'apprentissage intense. Et j'aime beaucoup ça. À ce moment-là, je suis vraiment trop contente de bosser là-dessus. Mars, le 1er mars, mon casque se casse. J'étais dégoûtée, vraiment dégoûtée, parce que mon casque, c'est une extension de moi-même. Il y en a leur extension d'eux-mêmes, c'est leur téléphone. Moi, c'est mon casque. Je l'avais acheté il y a seulement un an de ça sur Amazon. Je l'avais payé 45 €. C'était pour aller à la salle de sport. Et j'étais dégoûtée de l'avoir cassé. Et en plus, je ne comprenais même pas comment est-ce que j'avais pu le casser. La seule explication, c'est que 2 ou 3 semaines avant, j'avais renversé du chocolat chaud sur ma table. Il y avait mon casque. Et quand j'avais touché un peu l'intérieur, c'était mouillé. Mais c'était légèrement mouillé, pas trop mouillé. Et puis ensuite, quand je l'ai rallumé, il fonctionnait. Une semaine est passée, 2 semaines est passée, 3 semaines est passée, il fonctionnait. Et puis je ne sais pas pourquoi du jour au lendemain il s'est éteint. Donc je pense que c'est ça la seule explication, parce qu'il n'est pas cassé ou quoi. J'étais dégoûtée. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, faudrait sûrement que j'en rachète un. Et j'hésitais entre 2 casques. Le casque d'Apple et le casque Sony. Le problème avec Apple, c'est que à l'origine, moi j'étais vraiment team écouteurs filaires de chez Apple. Je les adorais. J'ai découvert forcément les AirPods comme tout le monde en 2019 et je me suis dit je vais les acheter. J'ai acheté la première version que j'ai payée 179 € et au début j'étais trop contente. Pourquoi est-ce que j'ai acheté les AirPods aussi? Parce que moi j'ai un petit problème avec les écouteurs, c'est que le trou de mes oreilles est tout petit, ce qui veut dire que les écouteurs à chaque fois ils tombent. Vraiment ils tombent et ça c'est super chiant. Avec les AirPods on m'avait dit non mais tu verras, les AirPods ça ne tombe pas, ça ne bouge pas, c'est impeccable. J'étais contente au début, c'est vrai qu'ils tombent moins que les écouteurs filaires mais quand même les AirPods tombaient. Pour vous dire, un jour j'étais métro ligne 1, Concorde, je suis tranquillement en train d'écouter la musique sur le quai, l'écouteur tombe, il tombe où? À ça du rebord. À ça du rebord. Miracle. J'ai chopé l'écouteur, je l'ai mis dans la boîte et depuis ce jour-là, quand j'écoutais de la musique, j'étais toujours loin derrière contre le mur. Enfin bref, donc j'étais trop contente de mes AirPods, mais au bout de 6 mois, il y en a un qui a lâché. Je ne sais pas pourquoi. Il a lâché, le son a commencé à devenir hyper défectueux et très réduit. J'étais dégoûtée et 3 mois plus tard, donc au bout de 9 mois, c'est le deuxième écouteur. Et donc vous savez, je sais pas si vous avez cette technique-là avec les écouteurs, du coup moi c'était filaire à l'époque. Quand de devant ça fonctionne pas, j'inverse. C'est retourner et la musique elle sort quand même bien. Ça c'est une petite astuce que je faisais, sauf qu'en fait donc ça tenait pas vraiment. Donc j'étais là comme ça à tenir l'écouteur comme si c'était un micro, enfin n'importe quoi. Et ça m'a vraiment saoulée. Je me suis dit franchement 179 € pour des écouteurs c'est déjà hyper cher et en plus ça ne tient pas. Franchement c'est un peu relou et je trouve que c'est un peu de l'arnaque. On m'a conseillé d'aller voir chez Apple directement, mais en fait faut savoir, moi c'est pas que je suis flemmarde, mais dans ce genre de truc là je me dis toujours je vais le faire après et je le fais jamais et je l'ai pas fait. Donc j'ai été extrêmement déçue. Du coup
coup, quand j'hésitais entre le casque de chez Apple et le casque de chez Sony, je me suis rappelé de cette expérience-là. Et j'ai hésité, à savoir que le casque Apple coûte 600 € et le casque Sony coûte 350 €. Finalement, la décision s'est faite tout seul, parce que j'ai eu un putain d'imprévu. Dans le cadre du projet dans lequel je bosse, j'ai besoin de beaucoup de gigas sur mon ordinateur. Puis octobre 2022, mon ordinateur n'arrête pas de me dire mémoire pleine, les logiciels prennent beaucoup trop de place, c'est beaucoup trop lourd. Malgré tout, j'arrivais quand même à bosser impeccablement avec ce problème. Et je ne sais pas pourquoi, à partir de mars, je n'arrivais plus à bosser. Mais quand je vous dis que j'arrivais plus à bosser, c'est que j'ouvrais les logiciels, je clique sur un bouton, ça met 1 minute pour s'ouvrir. Quand il fallait, je sais pas, que je déplace quelque chose, ça mettait pareil 1 minute. Et c'était au point en fait où je ne pouvais plus bosser. Je supprimais les logiciels pour les réinstaller, ça allait marcher 5 minutes, puis ensuite ça n'allait plus marcher. Et c'est ce qui a fait que ça a vraiment gâché le début du mois de travail. Et je me suis dit, bon, j'ai réussi à esquiver le problème pendant 4 mois, mais je vais pas pouvoir l'esquiver plus longtemps que ça. Et j'ai dû acheter un disque dur et une carte SD. J'en ai eu pour 220 €. 220 €. Donc étant donné que j'avais déboursé 220 € pour ces deux disques là, je n'allais pas acheter des casques hyper chers. De toute façon, le casque Apple, même si je le voulais, c'était en vrai plus pour le nom que pour le casque. C'est vrai que cette année je suis un peu dans cette optique aussi de plus trop être un pigeon. De toute façon, c'est juste un casque, c'est juste fait pour écouter du son. J'ai pas besoin que le son soit ultra performant, je m'en fous. J'utilise mon casque pour les podcasts, pour écouter les vidéos et pour bosser. Et vu que je m'étais fait avoir avec l'AirPod, je me suis dit je vais plus me faire avoir avec quoi que ce soit d'autre. Donc Apple, c'était mort. Et puis soyons honnêtes, moi personnellement, mettre 600 € dans un casque, ça me dérange profondément. 600, on parle de 600 € d'un point de vue moral, je trouve ça aberrant, vraiment aberrant. Donc Apple, ça allait être mort de toutes les façons. Et le Sony, c'est celui dont j'avais le mieux entendu parler. Je m'étais dit Sony, ça peut être intéressant. Et à l'origine, je comptais vraiment prendre le Sony, mais je me suis dit, vu l'imprévu que j'ai eu, ce serait pas raisonnable en fait de l'acheter. Surtout, pourquoi est-ce que je voulais soit le Apple, soit le Sony? C'est parce qu'en fait, c'est des casques supra-auriculaires, donc ça prend toute l'oreille. J'ai des grandes oreilles et le casque que j'avais, donc le JBL Tune 500, c'est un petit casque. Donc en fait, ça prend pas toute l'oreille et c'est un peu chiant au niveau tout simplement des oreilles, ça fait assez mal. Et je voulais vraiment un casque qui couvre toute mon oreille pour être tranquille. Donc, étant donné que je pouvais plus du coup m'acheter le casque Sony, parce que cette fois-ci c'était un problème vraiment d'argent, je me suis dit en fait on va revenir vers le casque que j'avais à l'origine, donc le JBL Tune. Je pensais prendre au début le JBL Tune 500, sauf qu'en fait en boutique il l'avait plus. Et je m'étais dit c'est pas grave parce que j'avais entendu parler du JBL Tune 510 qui apparemment était mieux, un peu plus grand. Et en fait je me suis fait avoir puisque c'était l'inverse. Une fois que j'ai mis le JBL Tune dans mes oreilles, j'ai dit mais c'est bizarre, c'est plus petit. Le JBL Tune 510 est plus petit que celui du 500. Donc vraiment j'étais dégoûtée parce que à l'origine je devais avoir un casque plus grand que celui que j'avais à l'origine et finalement j'ai eu un casque plus petit que celui que j'avais à l'origine. Donc bref, dégoûtée, mais c'est comme ça, c'est la vie. En mars ça fera du coup normalement 1 an que je l'ai et c'est un casque quoi, c'est bien. Et franchement je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté parce que j'ai dépensé que 50 € et il est très bien. Avril, c'est le moment où je dois enfin sortir mon projet, je suis tellement contente. Donc les jours qui ont précédé la sortie, j'étais tellement contente, je me suis dit ça y est, je vais le sortir, ça y est, je vais le sortir. Et en fait, le jour où je l'ai sorti, j'étais pas heureuse. Je l'ai sorti, j'étais contente on va dire de l'avoir sorti. Et puis j'étais en mode ouais ok, c'est quoi la suite? C'est malheureusement un problème récurrent que je rencontre trop souvent. Quand j'ai des projets, quand il reste on va dire 2% du projet et que j'ai déjà fait 90% du travail, je pense déjà à l'après. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle va être la suite? Je ne savoure et je ne retire aucune satisfaction du travail que j'ai fait. Et c'est horrible parce que c'est un projet qui m'a pris tellement de temps, tellement d'énergie, j'y ai mis vraiment tellement tout mon cœur que d'avoir cette réaction-là, ça m'a vraiment déçue. J'étais triste de ressentir ça. Mais c'est pas juste pour ce projet-là, c'est pour tous les projets que j'ai fait. Le bac, le BTS, la licence. J'ai vraiment un problème avec ça. Et ce qui est horrible du coup, c'est que en fait pendant tout le avant et le pendant, je vais me dire ok, là je suis pas heureuse, je déprime, je travaille comme une malade. Mais c'est pas grave parce qu'à la fin je serai heureuse. Toujours ce truc de je serai heureuse après. Une fois que j'aurai fini, une fois que j'aurai atteint mes objectifs. Ce qui n'arrive absolument jamais. Et à chaque fois je finis par être déçue et je ne comprends pas. Et en fait tout le projet, même si qu'il fonctionne, attention, même si qu'il fonctionne, je vais être en mode ok c'est cool mais en fait c'est quoi la suite? Je n'arrive pas en fait à profiter et à savourer l'instant présent. Et c'est quelque chose qui me tue. Et je pense que la citation c'est pas la destination mais le
chemin qui compte, c'est quelque chose qui est bel et bien réel. Je déteste les citations à 2 balles, mais honnêtement, je pense que si elles existent, c'est pas pour rien, c'est bien qu'en fait, ça a un sens. Hein. Il y a des gens qui ont vécu avant nous, qui ont eu leur expérience et qui savent mieux que nous. C'est bien pour ça qu'ils ont créé ces expressions-là. Donc il va falloir que j'apprenne à apprécier le chemin. Mais comment faire pour apprécier le chemin quand vous êtes dans la difficulté, dans la tourmente, que vous galérez? C'est hyper dur de faire ça. Vraiment, j'y arrive pas. Pourtant, j'essaye. Hein. Enjoy the process. Ouais, mes couilles, j'aime pas. J'arrive pas, c'est trop compliqué. Ce que je fais du coup, c'est que j'essaye toujours de trouver quelque chose de positif et j'arrive généralement à trouver la chose positive. Mais malgré tout, c'est toujours aussi difficile et je pense que ça vient aussi de ma méthode de travail. Je pense que la méthode de travail que j'ai utilisée n'est pas la bonne. Il faut vraiment que je revoie toute mon organisation. Et puis aussi, je l'ai pas précisé, mais quand je me suis concentrée sur mon projet, je me suis coupée du monde. Je n'ai plus vu personne pendant 7 mois, je n'ai plus fait aucune activité pendant 7 mois, je n'ai absolument rien fait pendant 7 mois, je me suis totalement isolée et c'est, je pense, ce qui vraiment m'a tuée. Pas forcément le projet ni mon organisation, mais c'est vraiment le fait de ne miser que sur ça et de n'avoir rien d'autre en parallèle pour me nourrir. Donc il va falloir que je revoie ça. Et puis d'autant plus que le projet, du coup, je l'ai sorti et ça n'a pas abouti. Mais c'est pas grave, j'étais pas triste. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Parce que moi, franchement, je galère et je vois pas, encore une fois, quand t'es là, tu galères, tu souffres, t'en peux plus. Comment réussir à enjoy ce fameux processus. La seule et unique fois où j'ai vraiment kiffé par rapport à un projet, c'est quand j'ai fait le permis. J'ai haï le processus, mais je l'ai haï de tout mon corps, de tout mon être, de toute mon âme. Je l'ai haï. J'ai adoré le avant. Je m'étais dit, ouais, je vais avoir le permis, je vais rouler. J'ai haï le pendant. Par contre, le après, exceptionnel. Quand j'ai eu mon permis, mais j'étais tellement heureuse, tellement satisfaite. Je me suis dit, ça y est, c'était un accomplissement. Et je sais que si ça n'avait pas été aussi dur et si je l'avais obtenu facilement, j'aurais pas été aussi satisfaite que ça. Donc comme quoi, parfois, quand tu haïs le pendant, ça veut pas dire que tu vas pas kiffer après. Et vous voyez, en parlant, je réalise que c'est peut-être parce qu'en fait, ce projet-là, le permis, c'est quelque chose que je voulais vraiment, qui était vraiment une vraie nécessité. C'était pas un caprice, c'était vraiment un besoin. Je dis pas que les diplômes, c'est pas un besoin, mais c'est peut-être pas forcément ce qui nous correspond. Que ce soit le diplôme ou même le cursus dans lequel tu es. Il y a que le permis où vraiment j'ai adoré. Le mot est faible, il y a aucun mot, je pense, pour décrire à quel point est-ce que j'étais contente. Parce que vraiment, je me suis tuée. Le moral pour cette histoire de permis, mais comme personne ne peut s'imaginer que je me suis tuée. Même encore à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose que je savoure et dont je suis ultra heureuse. Après, il y a aussi un truc, une notion qui pour moi est très importante. En fait, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Il y a des fois, malheureusement, on va pas toujours faire ce qu'on veut. Et je pense très sincèrement que le bac, c'est une nécessité. Attention, pas pour tous, bien évidemment. Il y a énormément de personnalités qui n'ont pas le permis et qui s'en sortent brillamment. Mais je pense que moi, je serais plus malheureuse à l'heure actuelle si j'avais pas le permis Oh, le permis! Oh, vous voyez ça? C'est la façon dont ça m'a hanté pendant 2 ans, matin, midi, soir. Ah, et je parle pas du permis, je parle du bac. Je pense que je serais moins heureuse, si j'avais pas mon bac que si je l'avais, quoi. Mais en vrai, je dis ça, mais je peux pas savoir. À tout moment, j'aurais été plus heureuse si j'avais pas le bac. Et je sais pas, je me serais trouvé un petit emploi. Et ça se trouve, cet emploi-là, il m'aurait vraiment nourri et satisfait. C'est ça qui est bizarre dans la vie, c'est qu'on peut jamais savoir. Il y a toujours ce côté incertain. Donc ensuite, mais je l'ai dit, j'ai sorti mon projet, les résultats étaient pas là, mais c'est pas grave, j'ai décidé de continuer à bosser. Ça n'a duré qu'une semaine, puisque de octobre à avril, je me suis tellement tuée la santé par rapport à ça que je ne pouvais tout simplement plus travailler. J'étais épuisée psychologiquement. Je bossais sur ça du lundi au samedi et parfois même le dimanche. Je me suis coupée du monde, je n'avais plus de vie, je n'existais plus. Il n'y a que mon projet qui existait. J'ai tout simplement craqué. Je dirais pas que j'ai fait un burn-out, mais c'était une espèce de mini burn-out. De toute façon, même quand j'essayais de bosser, je n'y arrivais pas. Donc je me suis dit, la seule chose à faire, c'est rien faire. J'ai arrêté. Je me suis tout simplement mise à sortir, revoir des gens, sortir aussi moi-même, aller manger, aller au cinéma, me balader un peu plus, kiffer en fait tout simplement la vie. Et je dirais même pas kiffer, tout simplement vivre, faire des choses normales, des choses lambda de la vie quotidienne. Franchement, ça m'a fait du bien. Disons que c'est comme si je roulais avec une seule barre d'essence ces derniers mois. Là, ensuite en mai, je me suis remis un bon plein d'essence et qu'en fait, quand on roule, ça y est, on est mieux reparti et on y va, on trace.
Dans cette optique du coup de sortir et d'aller mieux, j'ai commencé une chose que je n'aurais jamais cru commencer, c'est la marche. Il faut sachez que moi, Bibi, marcher c'est quelque chose que je déteste. Je ne supporte pas de marcher. Tu peux me dire ouais Suzanne, on va marcher 6 minutes à pied, c'est juste à côté. Non. Si on peut y aller en transport, on va y aller en transport. Si même il faut faire 2 fois plus de temps de trajet en transport qu'à pied, on va le faire, mais je vais pas marcher moi. Moi je marche pas, c'est quoi ça? Il y a les transports, je les prends et puis on va pas se mentir, le pass Navigo, c'est quoi? C'est 78-80 € le mois. Il faut le rentabiliser. Moi, je marche pas. Vraiment, j'étais comme ça. Et j'ai entendu parler des 10 000 pas par jour. Apparemment, ça permettait non seulement de se sentir bien, mais même de perdre un peu de poids. Et bon, on dit pas non à perdre un peu de poids quand on se sent pas forcément bien dans son corps. Moi, c'est les cuisses. Vous les entendez? Voilà, c'est les cuisses que je veux perdre et puis forcément tu marches donc tu prends tes petites gambettes et c'est l'occasion tout simplement de perdre du poids. Au début j'étais un peu sceptique, je me suis dit non mais je sais pas du tout comment est-ce que ça va se passer, marcher moi. Et j'ai commencé, les premières fois c'était horrible. Surtout qu'en fait quand je marche, non seulement j'ai une sensation de jambes lourdes, mais en plus c'est comme si quand tu marches t'as des fourmis quand t'as pas l'habitude de marcher, c'est horrible, je déteste ça. Mon plan du coup ça a été de me dire ok pour mes trajets retour je marche. J'en avais du coup pour 30 à 40 minutes, je me suis dit 30 à 40 minutes ça va me faire 10 000 pas, ça va être trop bien. Et j'ai commencé à marcher. Les premiers jours, comme je vous ai dit, horrible, forcément les fourmis. J'arrivais, j'étais tellement essoufflée. Là, je transpirais. Vous savez, j'écoute des podcasts en général. Au bout de 15 minutes de marche, j'enlevais le podcast tellement en fait j'arrivais plus à me concentrer. J'étais que concentrée sur ma douleur physique. C'était horrible. Et en fait, j'ai continué, j'ai persévéré. Comme pour tout dans la vie, au début, on le fait et en fait, on se sent pas forcément bien, c'est difficile. Au début, je mettais 40 minutes, puis ensuite 38 minutes, puis 35. Et puis je suis même arrivée à 28 minutes. J'ai réduit mon temps de trajet de 12 minutes, ce qui est énorme parce que maintenant j'arrive à marcher vite. Donc je suis trop contente. Par contre, le seul truc, c'est qu'avec ce trajet-là de 30-40 minutes, je me suis rendu compte que je n'atteignais pas les 10 000 pas. Et oui, ma théorie était fausse. 30 à 40 minutes, ça me faisait 6 000 pas. Pour pouvoir faire 10 000 pas, j'ai allongé mon temps de trajet. Et vu que c'était l'été, je me baladais tout simplement dans Paris. On est quand même dans la plus belle ville du monde, donc autant en profiter. Donc podcast, on marche. J'ai compris que 10 000 pas, ça équivalait à environ 1h30 de trajet, ce qui est énorme. Bien évidemment, on peut pas faire ça tous les jours, mais quand vous le pouvez, il faut le faire. C'est tellement génial. Tu te balades, t'écoutes ton truc et vraiment ça te permet de décompresser de la journée que t'as passée quoi. J'adore. Ouais, j'adore. Et aussi très important, de temps en temps, il faut couper avec le casque ou les écouteurs, peu importe ce que vous écoutez. Il faut enlever aussi des fois ces trucs qu'on se met dans nos oreilles toute la journée. Du matin au soir, on se met des trucs dans nos oreilles pour tout simplement être dans les rêveries. Ça peut être la musique, ça peut être la radio, ça peut être les podcasts. Il y a un moment où il faut dire stop. Juste écouter le silence. Je sais que c'est pas facile, mais c'est hyper nécessaire. Juste de marcher et de ne rien écouter. Soit vous écoutez le silence, du coup, quand c'est silencieux dans la rue, ce qui n'est rarement le cas à Paris, soit tout simplement écouter l'environnement extérieur, quoi. Mais c'est hyper important de le faire. Moi, ça m'a vraiment, je dirais, même changé la vie. C'est quelque chose que j'adore. Et aujourd'hui, je n'aurais jamais cru dire ça, mais à choisir entre prendre le métro, le bus ou marcher, et ben je préfère marcher. J'aurais jamais cru dire ça, mais comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. En mai, j'ai également postulé pour le Vogue Open Casting. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Vogue, c'est un magazine tout simplement de mode. J'étais sur Instagram et j'ai vu qu'ils avaient fait un Reels. Je regarde le Reels et en fait il y avait écrit appel à candidature. Vogue a décidé de lancer un appel à candidature mondial pour recruter des mannequins pour eux. Sachant que c'est Vogue, le plus grand magazine de mode. Si t'es chez eux, tu vas bosser pour les plus grandes marques qui soient. C'est génial et c'est la première fois qu'ils font ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, trop stylé. Mais moi, l'univers de la mode et du mannequinat, c'est quelque chose que je regarde de très très loin. Ça m'a jamais passionnée, jamais vraiment trop été intéressée par ça. Et pire, j'ai souvent eu un œil assez sceptique par rapport à ce milieu parce que, on va pas se mentir, il y a des conditions de travail, ça ne va pas. Les étiquettes qu'on te colle, les standards de beauté que ça inculque après aux jeunes, je trouve que c'est vraiment pas beau. Donc, j'ai toujours regardé ce milieu-là d'un œil très sceptique. Et cette année, début de l'année, janvier, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Depuis que je suis plus à l'école, j'ai
vraiment l'impression de régresser et j'apprends plus rien. Je me suis dit mais là t'es plus à l'école, c'est pas un programme qu'on te force à apprendre et que t'as pas envie d'apprendre, c'est toi, tu peux décider de ce que t'as envie d'apprendre. Et je me suis fait une liste des choses auxquelles je voulais m'intéresser, que ce soit intellectuel et même des plus basiques, de tout en fait. Et j'avais mis le milieu du mode et du mannequinat. Et j'avais commencé à regarder un documentaire, c'était sur le mannequinat dans les années 92. Et là j'ai kiffé, j'ai trouvé ça trop stylé l'ambiance qu'il y avait. En plus c'était un peu en noir et blanc, tu voyais Cindy Crawford, Naomi Campbell, il y avait Linda Evangelista, enfin vraiment trop stylé. Et elles avaient vraiment l'air épanouies. Et en plus c'était l'époque où il n'y avait pas les téléphones, donc elles étaient toutes en train de se parler entre elles. Et vraiment j'ai kiffé. Et puis ensuite j'ai regardé des documentaires et j'ai regardé un peu la vie de Naomi Campbell, forcément la reine, de Kate Moss et de toutes ces stars-là. Le fait de me renseigner sur ce sujet-là, pardon, fait que j'ai compris pourquoi est-ce que les gens aimaient autant ça, pourquoi est-ce que la mode avait une place autant importante dans le monde et pour beaucoup de gens. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Malgré tout, moi j'ai aucune expérience par rapport au mannequinat, je me considère pas du tout belle au point de pouvoir postuler pour ce genre de choses. Mais en fait là, la façon dont ils le présentaient, t'avais vraiment l'impression que tu pouvais être, je sais pas, un pigeon et tu pouvais postuler. Genre vraiment, la façon dont ils ont présenté, t'avais l'impression que tout le monde, comme il est, il peut participer. Et donc je me suis dit, ah j'ai envie. Mais après je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Puis ensuite, je suis partie regarder les conditions pour postuler. C'était tellement simple. Il fallait envoyer une photo de profil, une photo de face, une photo de 3/4. Et c'était ça qui était le plus difficile. Il fallait poster une vidéo sur les réseaux sociaux de soi en train de faire un catwalk. J'ai dit, oh, les conditions, elles sont bien. Puis quand j'ai vu le catwalk, là, j'ai dit, j'ai pas envie de m'afficher en train de faire un défilé comme ça sur internet et tout. Et je me suis dit non, bah je vais pas le faire. Et puis une semaine est passée, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Non, même pas un mois, moins d'un mois, 2 semaines est passée. Et puis je me suis dit en fait j'ai vraiment envie de le faire. Et puis je me suis dit mais meuf, réfléchis. T'as pas envie de le faire parce que t'as peur d'être moquée et critiquée. Mais les gens qui vont te moquer et critiquer, tu crois que eux ils vont pas oser faire ce qu'ils vont faire? Je ne pense pas être la seule à l'avoir remarqué. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les projets que tu vas faire. Puis eux, ils vont présenter des projets que tu vas considérer toi comme étant merdiques. Attention, hein, c'est que mon avis, mais il y a des projets des fois qui vont te présenter comme étant merdiques. On va pas se mentir, il y a certains projets de cassos qui sont vraiment merdiques, mais qui les présentent. Et en fait, ils ont pas peur de le faire. Genre, ils s'en foutent du regard des autres. En fait, je me suis dit, mais attends, tu veux te casser la tête et avoir peur par rapport à des gens qui, eux, osent en faire ce qu'ils ont envie? Bah, c'est non, en fait. Et t'as pas envie que les gens de ton Instagram voient ton catwalk parce que t'as peur qu'ils se foutent de ta gueule. Alors que pour la plupart, c'est des gens à qui tu parles même pas. Déjà de 1, si t'es ami avec eux sur les réseaux sociaux, c'est censé être des gens bienveillants. De 2, surtout, qu'est-ce que t'en as à foutre, c'est des gens à qui tu parles même pas. Genre vraiment, je vous jure, et pourtant j'ai peu de followers sur Instagram, la plupart c'est des gens que j'apprécie, je leur parle pas quoi. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre de gens qui sont, disons, un peu devenus des inconnus? On s'en bat les couilles de ce que, je sais pas, Marjolaine de la 4e va penser. Fuck. Je me suis dit, on le fait, on le fait pas, on le fait, on le fait pas. Puis je me suis souvenu que en fait ça fait quelques années que j'essaie vraiment de travailler sur le regard des autres et sur le fait de pas avoir des regrets. C'est pas comme si j'ai vu l'annonce le premier jour et j'ai postulé directement et peut-être je vais regretter. Là c'est une décision qui est vraiment mûrie. J'ai fait mes petites photos, je me suis pimpé, maquillage, tout ça. Et puis ensuite je suis partie regarder sur le site et en fait il y avait écrit démaquillé. Donc j'ai attendu un autre jour, j'ai refait encore les photos. Et puis le catwalk, mais laissez tomber, je suis partie dans le parking. Et puis j'ai commencé à défiler talons. J'ai failli me casser la gueule un nombre incalculable de fois, mais tant pis, je l'ai fait. C'était tellement difficile. J'ai galéré. Au moment où je suis en train de défiler, j'entends une voiture qui va arriver. Je prends mon trépied, je prends mon téléphone, je prends mes affaires, je cours dans ma voiture le temps que la personne elle se casse. Je suis partie refaire mon catwalk. Finalement ça l'a pas fait, je suis tout simplement allée dans une ruelle où il n'y avait pas grand monde et j'ai marché quoi. Il y a des gens qui sont passés mais je me suis dit tant pis, je l'ai fait. Là, vous voyez, ça fait quelques mois que je l'ai fait et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et puis après il fallait attendre les résultats. Ensuite, l'été est arrivé, donc juin, juillet, août, septembre, et l'été a été plutôt calme. Cette année, l'objectif que j'avais, c'était de partir en vacances. Et encore une fois, ça s'est pas réalisé et ça me fait vraiment chier parce que j'estime être chanceuse parce que d'un point de vue scolaire, j'ai fait pas mal de voyages. Voilà, les voyages scolaires qu'on fait, là, j'en ai fait pas mal. Mais en termes de voyage, j'ai vraiment pas voyagé plus que ça dans ma vie. De toute façon, c'est simple, mis à part le bled, le seul petit voyage que j'ai fait, c'était en 2021, une fois que j'ai fini mon alternance, mais c'était genre moins d'une semaine
c'est pas vraiment des vraies vacances. Et mis à part ça, je n'ai absolument jamais fait de vraies vacances. Et j'en ai marre, je me dis, là j'ai 23 ans, je n'ai jamais fait de vraies vacances, ça me saoule. Tu sais, t'es là, tu vois des gens qui partent souvent en vacances, tu te dis mais merde quoi, toi t'es là, t'as encore fait aucun voyage alors que vraiment j'adore ça. Vraiment c'est un objectif que j'avais cette année et je l'ai pas atteint et ça m'énerve. Au-delà de m'énerver, ça me rend surtout triste pour moi-même parce que voyager ça permet vraiment de s'émanciper, de faire de nouvelles rencontres et tout simplement de s'ouvrir au monde. Bah pour le coup, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas donc je suis déçue. Donc mai-juin, honnêtement, il s'est rien passé. Début juillet, j'ai découvert que l'une des personnalités que j'adorais est décédée. C'est pas quelqu'un de très connu. Dans le monde entrepreneurial, elle est connue. Elle s'appelle Florine Legros, elle avait 24 ans. C'était une entrepreneuse dans le copywriting et c'est grâce à elle d'ailleurs que je me suis vraiment intéressée à ce domaine-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, j'étais chez moi. Je regardais la story d'une autre entrepreneuse. Je vois dans sa story qu'il y a un long texte. Il y a une photo en rond. Il y a une main comme ça qui prie. Et il y a un texte en un peu plus gros qui dit « à ta mémoire ». Quand je lis ça, je prête même pas attention. Je passe. Puis après, je regarde d'autres stories. Et en fait, je me souviens du « à ta mémoire » avec la main. Et je me souviens d'avoir vu une photo, mais j'ai vu sans vraiment voir. Et au bout de 3-4 minutes, je me dis « mais est-ce que j'ai vu ce que j'ai vu? C'était bizarre, non ?» Et je revais sur la story. Et là, je vois le « à ta mémoire » et je vois bien la photo et je me dis « non ». Et là, du coup, je lis le texte en haut et je comprends en fait que la personne est partie. Donc Florine est partie. J'étais tellement choquée, je m'y attendais tellement mais tellement pas. J'étais si triste et vous allez vous dire mais tu la connaissais? Pas du tout. C'était une entrepreneuse mais c'était également une youtubeuse. Elle avait une chaîne YouTube qui a d'ailleurs cartonné dès qu'elle a commencé et c'était ça sa force, c'est qu'en fait tout ce qu'elle faisait elle le réussissait, elle cartonnait. Je la connaissais pas mais c'est une fille qui vraiment a transpercé mon cœur de par ses mots, ses posts Instagram qui étaient vraiment là pour véhiculer des messages. Sa chaîne YouTube, s'il vous plaît, mettez pause et allez regarder ses vidéos YouTube. C'est d'utilité publique, notamment la vidéo sur l'amitié. Quand je l'ai vue, j'ai dit mais c'est moi, elle parle de moi, c'est moi qui parle, c'est pas elle qui parle, c'est moi. Elle était géniale cette fille, géniale. C'est pas juste, vous savez, les influenceuses ou les entrepreneurs qui sont là que pour leurs pommes, qui sont juste là pour vendre leurs produits ou promouvoir leur chaîne et parler d'eux-mêmes. Non, c'est quelqu'un qui était là pour les gens, pour aider. Les messages qu'elle transmettait, c'était tellement fort, tellement brillant. Ça m'a vraiment rendu triste. Après, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui allait très mal. Elle a déjà fait 6 tentatives de suicide. Elle ressentait tout au long de sa vie un vide en elle qu'elle n'arrivait pas à combler. Et pourtant, elle avait un business qui cartonnait. Elle avait des gens qui l'aimaient, que ce soit dans sa vie à elle, mais également sur les réseaux sociaux. Elle était ultra appréciée. Elle avait un enfant, de l'argent. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Pourquoi est-ce que j'ai été aussi touchée? C'est parce que je me retrouve en elle sur beaucoup d'aspects. Le fait de voir qu'elle, elle a pas réussi à s'en sortir, ça te fait juste te demander si toi, tu vas réussir à t'en sortir. C'est dramatique. Tu te demandes est-ce que ça en vaut vraiment la peine. Le truc, c'est qu'elle avait dit qu'elle allait déjà mieux. Donc moi, je me suis dit, bah ça y est, ça va. Surtout qu'en plus, c'est vrai que ces derniers temps, je la suivais plus trop parce que tout simplement, j'avais décidé de faire un tri et de regarder que les gens que je connais, que je suis vraiment. Parce qu'en fait, on peut pas toujours regarder tout le temps sur internet. Enfin bref, même si que je la suivais plus, il m'arrivait de temps en temps de taper son nom et d'essayer de voir ce qu'elle devenait. Elle avait plus posté du vidéo YouTube pendant un moment et la dernière fois que j'avais regardé, c'était en mai. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, faudrait que je regarde. Et j'ai regardé et voilà, elle disait qu'elle allait mieux. Et malgré tout, juillet, boum, donc ça m'a choquée. J'ai vraiment été perturbée parce que je me suis dit, mais comment est-ce que je peux être aussi triste? J'ai même versé des larmes pour quelqu'un que je ne connais pas. En fait, après, bien évidemment, donc je suis partie voir un peu dans toute la sphère entrepreneuriale et tout le monde était choqué, tout le monde était triste et je suis pas la seule à avoir ce sentiment de tristesse profonde alors que je ne la connaissais pas. Donc ça m'a rassurée, on était vraiment plusieurs à partager ce sentiment-là. Et puis une semaine après, en regardant mes mails, Laurine, elle avait une newsletter et en fait, elle a envoyé un mail. Donc en fait, elle avait tout simplement écrit 2 textes, un dans sa newsletter et un sur son compte Instagram. C'était 2 textes différents et elle a fait genre 5 ou 6 points clés pour demander aux gens en fait d'être eux-mêmes, d'oser, de mettre des doigts d'honneur à tous ceux qui le méritent et même en sachant qu'elle allait mettre fin à ses jours, elle a eu un geste d'altruisme. C'était tout simplement elle. C'était pas une, j'ai envie de dire égoïste, mais c'est pas égoïste, c'est quelqu'un qui pensait aux gens. Elle était la porte-parole d'un beau message et malheureusement ça ne l'a pas fait pour elle et vraiment ça m'a vachement inquiétée. Mais voilà, donc le mois de juillet était vraiment pas foufou. Puis ensuite il y a eu le mois d'août et voilà quoi. J'ai fait la partie 2 de mon projet et là encore ça n'a pas pris mais c'était pas très grave, j'étais quand même encore motivée. Et si je dois mettre une note sur l'été, je mets 4,5 sur 10.
Octobre, j'ai sorti la partie 3 de mon projet et encore une fois, ça n'a pas marché. Mais là, en fait, contrairement aux autres fois, j'étais vraiment essoufflée par ce projet. Ça fait du coup à ce moment-là 1 an que je bosse dessus et c'est pas par rapport aux résultats, c'est encore une fois par rapport à la méthode de travail que j'avais toujours pas modifiée parce que en fait, vu que j'étais tellement dedans, je me rendais pas compte qu'il fallait revoir toute l'organisation. Donc forcément, ça ne pouvait pas bien aller. Pour la première fois de ma vie, je suis allée au musée et j'ai adoré. Surtout ça, j'ai adoré aller au musée. Donc pour expliquer, un jour j'écoutais le podcast Code Source du Parisien et c'était un épisode sur Van Gogh, l'artiste peintre. J'ai écouté son histoire et j'ai adoré, j'ai retrouvé beaucoup de similarités dans lui et en fait vu que j'ai aimé cette personne, c'est un peu comme quand t'es proche de quelqu'un dans la vie, t'as envie de le soutenir et t'as envie de savoir ce qu'il fait, de tout simplement lui donner de la force. Je me suis dit, j'ai trop envie d'aller au musée, voir en fait ses expositions, puisque ils ont fait ce podcast là parce que il y a l'exposition de ses dernières œuvres au musée d'Orsay. Je me suis dit je vais y aller, j'y suis allée et en fait c'était génial. Et je pense que la raison pour laquelle beaucoup de gens détestent aller au musée, c'est que en fait ça n'a pas de sens. Vous voyez, quand on nous traînait à l'école et qu'on nous disait allez, on va aller voir cette exposition là, ok on va la voir mais on nous dit pas pourquoi est-ce qu'on va la voir, quel sens ça a. Et en fait le fait d'avoir découvert l'artiste avant, ça a été une expérience totalement différente parce que quand je voyais une œuvre je me disais ah ça c'était telle période où il allait pas bien. Ce qui est important moi je trouve c'est vraiment d'avoir du sens. J'ai vraiment besoin de ce sens là pour apprécier les choses. En fait si je vois une peinture je vais être là en mode ouais c'est cool mais ça représente quoi? Qu'est-ce que ça représente? Qui est l'auteur? Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a amené à peindre? Qu'est-ce qu'il a amené à peindre cette œuvre là que je vois? Quel message est-ce qu'il veut transmettre? Qu'est-ce que ça dit tout simplement de lui? C'est ça qui est important pour moi et je trouve que quand on nous force à aller voir des œuvres, même si des fois on nous explique l'œuvre, ça n'a pas forcément de sens. Et là ça a eu un sens tout simplement incroyable et je voulais parler d'un truc très important. Il faut savoir que Van Gogh, il est décédé seul, sans enfant, sans femme. D'ailleurs, il se considérait vraiment comme un raté. Il n'avait pas d'argent, il a vendu qu'une seule œuvre dans sa vie. Il était tellement pauvre que c'est pas lui qui subvenait à ses charges, mais son petit frère, d'accord? C'est son petit frère Théo qui subvenait à ses charges. Lui, il était dépressif, mélancolique. Il s'était même coupé l'oreille, enfin vraiment ça n'allait pas du tout. Et il se considérait tout simplement comme un artiste raté. Ça après, je me suis renseignée un peu, apparemment c'était pas un artiste tant raté que ça. Il était reconnu dans la profession et de par tous les échecs qu'il avait dans sa vie, il se considérait comme un raté. Et donc, à un moment, il a envoyé une lettre à son frère et lui a dit « Je pense pouvoir peut-être un jour faire une exposition de mes œuvres à moi dans un café. » Et malheureusement, il l'aura pas vu de son vivant puisqu'il a décidé de partir avant. Mais en tout cas, je crois que c'est 138 ans plus tard, son souhait s'est réalisé. Et en fait, il a pas juste montré ses œuvres dans un café, ses œuvres, elles sont exposées dans les plus grands, beaux et prestigieux musées du monde. Et ça montre juste à quel point parfois on a une vision de nous-mêmes et de nos projets qui est tellement sous-estimée par rapport à la réalité. Lui, il a vendu qu'une seule œuvre à 400 balles et en fait aujourd'hui il a des dizaines de tableaux qui valent plus de 10, 15, 20, 38 millions d'euros. Si il avait eu le succès quand il était vivant à cette époque-là, il serait multimillionnaire. C'est aussi ce truc-là un peu bizarre et ouf en même temps que je trouve dans la vie, c'est qu'il y a beaucoup trop d'artistes où c'est comme ça, où c'est une fois qu'ils sont morts que tout d'un coup il y a la reconnaissance. Je trouve qu'il y a un côté quand même un petit peu morbide. On adore rendre éternels les gens qui sont décédés trop tôt, avant le succès. Mais c'était avant qu'il fallait le faire. Enfin bref, de toute façon, il était trop dépressif pour le faire de lui-même. Je trouve que c'est un beau message pour dire qu'il faut pas abandonner, il faut pas trop être dur avec soi-même. On est souvent plus critique avec nous-mêmes qu'avec les autres et c'est quelque chose de vraiment pas bon. Et puis ensuite, octobre, ça a aussi été le moment malheureusement où sans m'en rendre compte, j'ai sombré un peu dans la dépression. Je le savais pas, je m'en rendais pas compte, mais en tout cas, je plongeais bel et bien dedans. Et en fait, je commençais à me coucher à 3-4 heures du matin et à me réveiller tard. Quand j'avais pas d'impératif, genre travail, je me réveillais hyper tard, mais je me rendais pas compte. Ensuite, il y a eu le mois de novembre et le mois de novembre, ça a été le mois catastrophe. Quand je dis catastrophe, c'est que en fait, j'ai sombré. Vous voyez, octobre, j'avais mis la tête sous l'eau, vous savez, j'avais mouillé la nuque. Novembre, pardon, j'ai plongé, mais j'ai pas plongé, j'ai plongé au fond et je me suis pas relevée.
Je suis restée au fond du fond du fond. On est passé de 3-4 heures à 7-8 heures. C'est au point en fait où j'entendais mon père réveiller ma soeur alors que moi j'avais toujours pas dormi. Je me réveillais plus à 14-15 heures, je me réveillais à 16-17 heures. J'étais au fond, j'étais tout simplement au fond et je ne voyais pas comment est-ce que j'allais faire pour me sortir de ce trou et c'était tout simplement horrible. Et en fait les pensées un peu bizarres ont recommencé quoi. Et vraiment j'en pouvais plus. Et vraiment il y a un moment où je me suis dit mais ça y est c'est la fin, comment tu vas te relever? Je voyais pas. Et en fait ce que j'ai fait c'est comme pour août du coup où j'ai enfin osé parler de mon histoire après 8 ans, je me suis dit qu'il fallait que je parle tout simplement de tous les problèmes que j'avais à ma maman et ça a été incroyable. Je remercierai jamais assez le Seigneur pour la maman que j'ai et elle a vraiment été là pour moi, elle a eu les bons mots et en fait j'ai vraiment compris qu'il fallait que je me relève et en plus je pensais que j'étais la seule à voir que j'allais pas bien et en fait même elle me disait mais je me suis dit il faut que je te parle aussi parce que ça va pas là et en fait je me suis dit non mais là j'ai touché le fond et de toute façon à partir du moment où on a touché le fond on peut que se relever même si que c'est pas haut on peut que essayer de se relever un petit peu plus haut et je m'étais dit qu'en fait pour me relever il allait falloir tout simplement que en fait tout simplement j'affronte comme ma mère elle me dit il faut pas avoir peur d'affronter la vie. Je me suis dit il va falloir que je commence moi aussi petit à petit à tout simplement affronter la vie, affronter mes peurs, à me bouger, à me libérer en fait des chaînes qui m'empêchaient de vivre tout simplement. Début décembre, je me dis qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire, il faut que j'écrive les choses dont je veux me débarrasser. Et en fait, ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment de raconter mon histoire parce que c'est, je pense, très important de le faire dans le sens où j'ai gardé ça quand même pendant 8 ans et je déteste raconter ma vie. Mais quand je dis raconter ma vie, comme je l'ai dit, j'ai gardé ça pendant 8 ans. Mais je parle pas que de ça, il y a plein d'autres choses aussi que j'ai gardées en moi pendant des années sans en parler aux gens. Et c'est cette année vraiment que j'ai décidé enfin de m'ouvrir parce que tout simplement je n'en pouvais plus. Je pouvais plus avancer, les poids étaient trop lourds, il fallait que j'en parle et en août du coup ça m'a fait du bien, puis en novembre à ma copine, j'ai parlé un peu avec ma mère et en fait je me suis dit qu'il fallait vraiment que je parle de tout ça parce qu'en plus je sais que ça peut peut-être aider des gens donc je me suis dit allez go on le fait et donc j'ai décidé de faire la vidéo qui est sortie la vidéo que j'ai tournée le 4 décembre à savoir sur mon histoire et vraiment dès que je l'ai fait ça m'a fait du bien, je me suis dit ouf, ça m'a vraiment fait du bien et je me suis dit même mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plus tôt? Mais parce qu'en fait tout simplement raconter sa vie c'est pas forcément que j'adore et puis surtout c'est un peu dangereux quand même de s'exposer mais je me suis dit il faut que je le fasse, je l'ai fait et j'ai été contente. Après j'ai hésité à la publier mais de toute façon je l'avais programmée pour 10 heures et le jour J je me suis réveillée à midi donc dans tous les cas ça allait se poster c'est comme ça et je suis contente de l'avoir fait. Pour l'instant j'ai pas de regrets et voilà de toute façon je préfère parler moi, dire les choses et puis en fait comme je vous ai dit mais je crois que je vous ai pas fait d'update. Du coup la vidéo elle a fait je crois la 98 vues maintenant. La dernière fois c'était 60, maintenant c'est 98 ou 99 vues. Donc c'est bien. Mais après je pense que c'est pas suffisant pour que j'ai des retours de quoi que ce soit. Que j'ai pas eu on va dire de retour. Voilà on n'est pas venu me dire oui c'est ça, non c'est pas ça, enfin je sais pas. Mais voilà dans tous les cas tant pis il faut avancer en fait parce que sinon on fait rien. Donc je suis contente de l'avoir fait et en fait là on est le 26 décembre 2022, hier c'était Noël. Pour vous donner mon état d'esprit je sais pas trop comment est-ce que je me sens. Je vais mieux en tout cas qu'en novembre et en octobre donc ça c'est très positif Dieu merci. Maintenant c'est quelque chose qui va se faire sur la durée et c'est ça que je vous disais tout à l'heure par rapport au suicide de la fille. En fait la dépression je me demande est-ce que c'est quelque chose dont on peut vraiment guérir. Moi personnellement pendant ces dernières années il m'arrivait d'avoir ce qu'on appelle la dépression saisonnière donc en fait t'es triste mais c'est par rapport au temps. Pas triste au point d'avoir des pensées sombres ou quoi hein, juste genre t'es triste, t'as du mal à avancer et tout, t'as une espèce de mélancolie mais t'arrives quand même à faire des choses alors que là c'était beaucoup plus difficile pour moi. Donc c'était il y a pas longtemps donc je peux pas dire que je vais ultra bien, il faut juste voir où les choses me mènent. Si je devais décrire cette année en 5 mots je dirais souffrance, quand même il y en a eu, il y a eu de la tristesse aussi, il y a eu de la résilience parce que pour vraiment affronter toutes les épreuves que j'ai eues il a fallu tellement de résilience parce que vraiment
vraiment d'octobre à septembre, j'étais vraiment, je le considère, j'ai pas peur de le dire, une warrior. Je me suis battue, j'ai rien lâché. Mais en fait, quand tu te bats trop et que tu te reposes pas, bah malheureusement tu lâches. Et c'est ce qui s'est passé après entre octobre et novembre. Mais voilà, c'est comme ça, il faut se reprendre. Il y a aussi eu beaucoup d'apprentissage et ça c'est une chose dont je suis très fière. Ça a été l'un des éléments clés de cette année. J'ai tellement appris de choses. Il y a aussi eu le fait de sortir de sa zone de confort. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire et dont je suis très fière, très contente. Il y a eu la foi aussi, vraiment avoir foi en soi, foi en ses projets, foi en Dieu. Surtout foi en Dieu, c'est le truc le plus important à faire. Enfin voilà, c'était mon récap de l'année 2023. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que surtout vous allez pouvoir apprendre de ce que j'ai fait, ne pas forcément faire les mêmes erreurs. N'hésitez pas à me dire vous comment s'est déroulée votre année 2023. J'espère qu'elle s'est mieux déroulée que la mienne. Je nous souhaite en tout cas pour 2024 vraiment de concrétiser nos projets. Vraiment c'est ce que j'ai vraiment envie de faire cette année. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment mon objectif parce que franchement c'est un peu fatigant en fait de pas avoir ces projets atteints. N'hésitez pas encore une fois, comme je vous avais dit, à me dire quelles sont vos méthodes à vous pour faire face, tout simplement quand il y a des épreuves, pour pas être trop dans le down, quand vous avez des projets et que vous voyez que c'est galère. On se fait des gros bisous et on se dit à la prochaine.